Je m'appelle Luc Maresco, je suis réalisateur de documentaires. J'ai commencé il y a une trentaine d'années. J'ai passé 22 ans avec Nicolas Hulot pour l'émission Ushuaïa Nature. Et j'ai eu la chance de pouvoir partir sur des expéditions avec Jean-Louis Etienne, Théodore Monod, Haroun Tazieff et autres. Donc c'est vrai que je baigne là-dedans depuis très longtemps, quoi. Avec un grand plaisir. Voilà, je suis pas très urbain. Voilà. En fait, j'ai commencé comme rouletabille, c'est-à-dire que dès que j'ai passé mon bac, je suis parti sur les routes. J'avais envie de voir le monde, de découvrir. Et donc, du coup, j'écrivais, j'avais mon petit carnet de notes. Donc, j'ai commencé comme de fil en aiguille, ça m'a amené au métier de journaliste. Après, je suis passé à la photo parce que, en fait, dès qu'il y avait plus de sous, il fallait faire le papier de journaliste par téléphone. Et moi, j'avais surtout envie d'être sur le terrain. Donc, j'aimais la photo, je passais à la photo. Et donc, pendant quelques années, j'ai fait de la photo. Et à un moment, j'ai eu envie de voir les images bouger parce que j'étais trop frustré de saisir qu'un instantané. Et je pense que j'étais pas très bon photographe. Il y avait quelque chose qui me poussait à faire autre chose. Et je me suis trouvé beaucoup plus à l'aise avec l'image. Et donc là, j'ai aimé construire des histoires. Mais j'ai d'abord commencé comme chef opérateur, donc caméraman, pour d'autres réalisateurs. Donc ça m'a permis d'apprendre le métier. Mais en fait, très vite, j'ai eu envie de devenir réalisateur parce que comme j'étais journaliste presse écrite et que j'étais habitué à raconter les histoires et tourner à ma façon, du coup, j'ai eu envie de reprendre ça, mais avec l'image, plus avec un crayon, mais avec une caméra. Et donc, je suis passé réalisateur. Et donc, sur Ushuaïa Nature, par exemple, avec Nicolas Hulot, il y a une longue partie où j'étais caméraman. Une aussi longue partie, c'était un tiers, où j'ai été réalisateur de sujets. Donc je partais à droite à gauche et c'est des sujets qui étaient inclus dans l'émission. Et après, je suis devenu réalisateur de l'émission entière. Enfin, on était 5 à la fin, 5 réalisateurs parce qu'on marchait en tiroir. Mais voilà, c'est une progression. En fait, je suis parti de juste un état de curieux avec mes yeux au crayon pour être journaliste et après à la caméra pour voir les images bouger. Et aujourd'hui, je fais une petite évolution. J'essaie d'ouvrir une petite porte qui est celle du cinéma. C'est-à-dire que quand on fait des documentaires, il y a deux choses. Personnellement, je trouve que on fait souvent des documentaires qui sont vus par des gens qui sont déjà convaincus par les messages qu'on veut diffuser. Et donc, je trouve ça parfois frustrant. Alors, on assoit un socle, on nourrit un socle convaincu par le message avec d'autres informations et tout ça. Donc, c'est bien, on stabilise un bloc de départ, mais moi j'ai envie de polliniser ailleurs et le cinéma permet plus ça parce que les gens viennent pour une histoire et on glisse un message en même temps. Donc voilà, je fais ce petit chemin-là en ce moment. Et le but ultime, c'est le cinéma de fiction avec des comédiens. Pourquoi? Parce que dans une vie de documentariste, en fait, le moment où on a la parfaite histoire avec le parfait personnage charismatique, le parfait début, la parfaite fin, enfin tout parfait, en fait c'est assez rare. Il y a plein de fois on est sur le mec est génial, l'histoire est géniale, mais en fait ça se termine en autre boudin. Il faut inventer, enfin il faut pas inventer, surtout c'est justement le cas du documentaire. Faut dire ça se termine comme ça, c'est dommage, mais on s'en arrange. Alors que avec une fiction, surtout si on a un message dans la tête, je me dis qu'on peut à peu près tout maîtriser. Et donc on peut choisir le personnage charismatique, choisir l'histoire, choisir la fin et servir une cause, servir un message. Donc oui, j'ai fait 30 ans de documentaire, donc voilà, je sais pas que j'en ai fait le tour parce que je pense que je pourrais en faire jusqu'à la fin et même à 80 ans, j'aurais envie de faire des documentaires. Moi, quand on me dit la retraite à 62 ans, c'est vrai que vu le métier que je fais et la chance que j'ai de le faire, moi j'ai surtout pas envie d'être à la retraite à 62 ans. Donc j'ai envie de continuer jusqu'à 80, 90 et de mourir avec une caméra dans les mains. Mais voilà, donc c'est un peu tout ce cheminement-là qui est en train de se passer. Alors là, je viens à Lons-le-Saunier avec deux films. Donc il y a Les 700 requins de la nuit, qui est un film fini. Voilà, on a passé plus d'1 an et demi à faire ce film, à le tourner, à le repérer, à le monter et autres. Donc ça, c'est un film fini. Et je suis venu avec un film pas fini. Et pour la première fois de ma vie, je fais ça. C'est parce que là, c'est une petite porte que j'ouvre vers le cinéma. Et si je le résume, j'ai rencontré un botaniste il y a 20 ans qui m'a ému, touché par son combat pour les forêts tropicales. Je me suis dit comment je peux faire pour aider ce gars-là. Et je me suis dit les documentaires, il y en a eu plein sur les forêts tropicales. Moi j'ai fait 12 documentaires sur les forêts tropicales, un peu partout du Gabon au Brésil en passant par l'Indonésie. Et je me suis dit ok, c'est le moment, l'occasion, je vais faire une fiction.
Donc j'ai commencé par écrire une fiction, ça m'a pris 5 ans avec un co-scénariste. On a abouti une fiction sur laquelle on a beaucoup de compliments, la fiction. Et après je me suis dit, bon ok, il faut que je sois prêt pour la faire. Et là j'ai commencé un long chemin que j'imaginais pas aussi long et compliqué et autre, de formation. C'est-à-dire que comment on fait la direction d'acteur, comment on aboutit à un scénario parfaitement, c'est-à-dire que avant de l'aboutir parfaitement et d'avoir les compliments, voilà, comment on structure un scénario, donc tout ça, comment on trouve un producteur et autres. Et là, ça a été un long chemin de croix parce qu'en fait, moi, je suis dans ma zone de confort dans le monde du documentaire, mais dans le monde du cinéma de fiction avec des comédiens et autres, c'est pas du tout mon monde. Et en fait, il y a très peu de passerelles. Donc voilà, donc ce film-là raconte cette itinérance. Et j'avais pas du tout l'idée en fait que j'allais faire un film au départ. C'est que je suis parti en me disant, première opération, je me suis dit, ok, avant d'aller n'importe où, il faut que je sache si je suis bon en direction d'acteur. Donc il faut que je ressente ce que ressent un comédien. Donc j'ai fait les cours Florent. Non pas pour devenir comédien, mais pour comprendre comment fonctionnait un comédien. Comprendre cette fragilité, comprendre l'angoisse quand le réalisateur dit action, enfin comprendre tout ça. Donc j'ai fait les cours Florent, et là, oui, j'ai pris une adrénaline de folie. C'est-à-dire que j'ai fait notamment un saut en parachute à 4000 mètres de hauteur en chute libre, en solo. Et ben ça m'a procuré moins, enfin j'ai pris un pied extraordinaire, hein, mais ça m'a procuré moins d'adrénaline que d'être sur un plateau là avec d'autres comédiens et de me lancer quoi. Et du coup le naturel est revenu au galop. Je me suis dit mais pourquoi je ferais pas un documentaire sur le chemin qui m'amène à la fiction? Et c'est parti de là. D'ailleurs le chemin qui m'amène à la fiction. J'ai peut-être trouvé une idée de titre rien qu'en parlant là. Voilà. Et donc voilà, donc ça raconte ce cheminement là, mais en parlant bien de la forêt. Donc c'est un film qui montre aussi bien la forêt que le cheminement cinéma et qui est très compliqué à faire. C'est probablement le film le plus compliqué que j'ai à faire sur mes 30 ans. Et pourquoi je viens le montrer en amont, c'est parce que très souvent, je trouve que quand on montre son film dans une salle, on ressent les choses complètement différemment de la façon dont elle ressent dans la salle de montage, où on est deux, avec son monteur, on discute. La blague dans l'image qui nous a fait rire la première fois, on la voit 100 fois, 200 fois, on monte en avant, en arrière, elle nous fait plus rire du tout, donc on l'éjecte. Ou alors on se dit, bah, peut-être qu'elle fait quand même rire, rappelle-toi, elle nous a fait rire la première fois. Donc il y a tous ces doutes-là, ces questions-là. Et c'est marrant que je présente 700 requins dans la nuit et ce film-là, qui s'appelle Dans la forêt du cinéma, en même temps parce que c'est le film de 700 requins dans la nuit qui a fini de me décider à faire cette projection test avec une copie travail. Parce que quand j'ai montré le 90 minutes de 700 requins, c'était un 90 minutes, juste après il fallait faire un 52. Donc j'avais tout gambergé, j'avais dit ok je vais couper ça et ça et ça et ça. Et puis pour des raisons techniques, on n'a pas pu le faire tout de suite, la salle n'était pas disponible, le monteur n'était pas disponible, donc on a remis ça à plus tard, 3 mois plus tard. Et du coup pendant ces 3 mois, le 90 minutes de 700 requins dans la nuit a été montré dans des festivals où j'ai pu assister à la séance. Et là je me suis dit ouais mais c'est pas du tout ça que j'imaginais. Enfin bien sûr on va dire les 3/4 correspondaient à ce que j'imaginais. Mais il y a des séquences que je trouvais assez plates, les gens rigolaient. Et d'autres, pour le coup, on a dit, ah, tiens, la blagounette de Laurent, le biologiste, encéphalogramme plat. Donc du coup, je me suis dit, ok, le sentiment d'une salle, c'est quand même complètement différent du sentiment, parce qu'on est lassé au bout c'est des mois qu'on passe en salle de montage. Hein. Donc voilà, j'ai voulu aller sur le terrain, en ayant encore un petit peu de montage à faire, et en me disant, bah tant pis, je vais au carton peut-être, mais je vais leur demander. Alors, on se prend des critiques, hein, parce que dans les papiers, j'ai mis des QCM. Moi, j'ai pas voulu assister à la projo. Ils m'ont fait venir à la fin du débat, mais j'ai pas voulu assister à tout ça pour que les gens aient leur parole libérée. Et il y en a qui écrivent dans leur petite feuille QCM que j'avais laissée, ouais, l'image est pourrie, ferait mieux de voir, il était une forêt, voilà. Mais sauf que, voilà, nous, quand on travaille, si le film Il était une forêt avait été montré au même endroit, l'image avait été pourrie pareil, parce qu'on travaille avec des images compressées, des images, les miennes en plus, c'était avec des caméras différentes, un peu délavées et autres. Donc, du coup, pour tous les gens qui sont pas préparés à ça, bah, ce qu'on reçoit d'eux, on dit, ça fait un peu de mal. Mais voilà, il faut garder sa confiance, sa sérénité, savoir où on va et tout ça. Et les ressentis que j'ai eus ce matin dans la salle, quand j'ai projeté Dans la forêt du cinéma, et puis tout ce qui m'a été rapporté, bah, me conforte, en fait, dans certains axes et sur des points très précis aussi. Genre, par exemple, avec la monteuse,
il y a un plan où il y a un gorille allongé et le plan suivant, j'avais filmé Francis Allais, le botaniste, allongé dans la même position que le gorille, dans l'autre sens, et du coup je faisais une opposition. Et au montage, on me dit ah non mais ça va pas marcher, qu'est-ce que tu veux dire avec ça, ainsi de suite. Enfin, et dans la salle, tout le monde a réagi. Et quand j'en ai parlé, ils m'ont dit ah mais non, surtout faut pas enlever, ça fait un peu d'humour, ça amène quelque chose. Et donc voilà, donc c'est une image qui a failli passer à la trappe, un effet qui en fait fonctionne très bien en salle pour quelqu'un qui voit ça pour la première fois. Et c'est vrai que nous, dans notre salle de montage, on voit ça 10 fois, 20 fois, tout ça. Au bout d'un moment, c'est fragile ce moment-là. Et du coup, c'est ça que je veux résoudre. Je veux que le film soit bien parce qu'il porte un message de protection sur les forêts, un message pour aider le botaniste Francis Allais, et je veux qu'il soit efficace. Donc je me mets en danger pour aller chercher cette efficacité. Oui, voilà, sur les deux films, dans la forêt du cinéma, c'est dans le cadre de Lab Aventure, donc c'est expérimental, et je le mettrai surtout pas en compétition maintenant, parce que même la musique était pas composée, j'ai mis des musiques témoins comme ça, enfin voilà, c'est vraiment un truc en chantier, quoi, et qui va beaucoup évoluer, et dans le montage et autres. Et 700 requins qui est là pour la compétition. Et donc 700 requins qui est pour la compétition, en fait ça raconte l'histoire d'un biologiste, Laurent Balestin, qui à 4 ans s'aperçoit en allant filmer des mérous, un rassemblement de mérous, qu'en fait il y a une énorme prédation par une meute de requins. Et en plongeant le jour et par curiosité la nuit, ce qui se fait très rarement dans des zones où il y a des requins, il s'aperçoit qu'il y a 700 requins qui maraudent dans un tout petit espace, en fait une passe. En fait il y a un atoll, donc un lagon, et l'océan à l'extérieur. Et il y a cette petite passe qui est là. Et du coup, ça crée du courant rentrant, sortant en fonction de la lune. Et en fait, les requins, bah, ils attendent là, c'est le garde-manger, le tapis roulant de garde-manger, c'est comme dans les restaurants japonais avec le petit chariot qui passe là. Bah, là, c'est pareil. Et du coup, il s'est intéressé à ce phénomène-là. Donc du coup, l'idée, c'était de décrire le phénomène, de le comprendre, et à terme, potentiellement, de mieux savoir comment le protéger. Par exemple, si sur ces 700 requins, il y en a 300 qui régulièrement vont dans un autre atoll et reviennent, bah, ça veut dire qu'il faut aussi protéger la zone de l'autre atoll. Voilà, c'est en fait mieux comprendre le phénomène pour pouvoir mieux gérer l'espace dans lequel tout ça se passe. Voilà, ça raconte ça. Alors, moi je suis plongeur, mais j'ai pas le niveau de plongée qu'il fallait pour filmer tout ça. Donc je suis descendu la nuit avec les requins, je suis descendu de jour. Moi, en tant que réalisateur, j'aime bien être sur le terrain, au contact de ce qui se passe vraiment. Mais par contre, il y avait 5 chefs opérateurs très forts qui descendaient, filmaient et autres. Mais c'était hallucinant parce que la musique est venue d'une plongée de nuit. C'est-à-dire qu'avec Gilles, le copain chef opérateur, on descend de nuit, mais pour pas gêner le travail de nos chefs opérateurs sous-marins, on se tient un peu à distance, genre 20-30 mètres de l'action. Et là, j'avais l'impression d'être à l'opéra. Parce que eux utilisaient des lumières qui font comme des poursuites de théâtre. Nous, on était dans le noir, comme sur un siège avec un balai de requins au milieu. Et c'est à ce moment-là, sous l'eau, de nuit, que m'est venue l'idée d'une musique symphonique pour la grande scène finale. Et voilà, donc c'est plein de petits détails. Mais c'est vrai que il y avait des scientifiques qui sont venus des États-Unis, d'Australie, de Belgique, de Suisse. Enfin, c'était une équipe internationale avec des moyens, c'est vrai, assez conséquents. On a notamment inventé, Laurent Balestin et son équipe ont inventé une arche vidéo pour pouvoir faire comme l'effet Matrix. C'était dans un film où il y a un gars qui court, pof, on arrête et on tourne autour de lui. Bon, ça n'avait jamais été fait sous l'eau parce qu'en fait, il y a plein de contraintes techniques. Sous l'eau, autant à terre, on peut tout fixer au millimètre, ça bouge pas, on travaille énormément la convergence des images pour que ça soit facile à faire. Mais sous l'eau, n'importe quel matériau, surtout sur une arche comme ça, ben, elle est un peu flottante comme ça. Donc du coup, c'est très complexe d'assembler les images. Donc il fallait trouver le bon matériau, le bon angle, la bonne courbure. Enfin, il y avait ça a mis plus d'1 an à être mis au point. C'est un prototype et je pense que les prochains, ceux qui s'en inspireront, feront beaucoup mieux. Mais voilà, on était un prototype. Et du coup, l'idée, c'était, quand il y a une scène de prédation, ben, en fait, on n'est que d'un côté tout le temps, avec une seule caméra. Et parfois, il y avait trop de questions sur, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Parce qu'il y a tellement de requins sur une boule qu'on veut savoir s'il y a des leaders, on veut savoir s'il y a des suiveurs, on veut savoir s'il y a des femelles, des mâles, enfin on veut savoir plein de choses. Et sur un seul axe, ça suffit pas. Donc du coup, il fallait pouvoir arrêter une image et tiens, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là?
Donc du coup ça a été inventé et voilà, ça nous a permis d'avancer sur la science grâce à ça. On a appris aussi en leur mettant des tags et des antennes acoustiques tout le long de la passe pour voir leur comportement. On a appris qu'en fait les bancs de requins, la journée, quand ils sont en phase de repos, ils ont exactement le même comportement dans le courant que les oiseaux migrateurs dans les courants aériens. C'est-à-dire qu'il y a celui qui est en tête, soit qui bat fort des ailes, et pour les requins qui bat fort de tout son corps pour lutter, et petit à petit tous ceux qui sont derrière, ils sont dans son axe. Donc du coup ils ont moins à dépenser d'énergie pour rester dedans. Et hop, ça tourne, celui qui dépensait moins d'énergie passe devant et l'autre vient se reposer. Donc ils utilisent sous l'eau exactement les mêmes principes d'économie d'énergie que les oiseaux là-haut dans le ciel. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses qui se mettent en place. Et à terme, l'idée, c'est effectivement de mieux gérer toute cette zone-là pour que ces merveilles restent sous-marines et effectivement qu'on essaie de les protéger. On parle souvent des 7 merveilles du monde. Les 7 merveilles du monde, ce sont des constructions humaines. Elles ont presque toutes disparu. Et là, en allant sous l'eau et en ayant pu comparer, parce qu'avec 22 ans d'Ushuaïa Nature et Nicolas Hulot, on a pu voir des merveilles sur terre et sous l'eau, et bien là, on a dans la passe de Fakarava, dans les Tuamotu, dans cet atoll-là, on a une des 7 merveilles du monde sous-marin. Et ben voilà, c'est quand même important d'essayer de la préserver. Donc toutes ces études-là sont faites pour aller dans ce sens-là de préservation. Nous, au total, on a ramené à peu près 360 heures d'images. Et donc nous, si on regarde à vitesse normale les 360 heures d'images, qu'on prend des notes et autres, ça c'est plus de 2 mois à plein temps, samedi, dimanche compris, 12 heures par jour. Donc ça c'était pas possible par rapport au temps qu'on nous donne pour faire le montage. Donc du coup nous on a regardé assez rapidement les images. On avait un assistant monteur qui regardait, il s'en est flingué les yeux, toutes les images, et comme ça on lui disait voilà on a choisi ça et ça, si tu trouves mieux tu nous dis, on intègre. Mais après toutes les images sont parties chez les scientifiques. Parce que eux, au-delà des mesures balistiques, acoustiques qu'ils avaient avec leurs tags, leurs balises et ainsi de suite, eux, ils avaient envie de voir. Et donc, ils ont estimé qu'ils avaient entre 1 an et 2 ans d'études des images pour arriver à décrypter des comportements, mettre en place des hypothèses. L'une des hypothèses, c'est qu'en fait, assez souvent, les requins travaillent par 2. Ils se créent des binômes, mais les binômes d'une nuit vont pas être les binômes de la nuit suivante. Mais ils ont tous compris que la coopération était plus efficace que l'action en solo. Donc du coup, il y a des alliances, voilà. Et en général, quand ça part pour une alliance la nuit, ben ça reste la même alliance toute la nuit. C'est encore à affiner, mais pour le moment, c'est ce qui a l'air de vouloir se dégager. Il y a une osmose entre le travail de cinéaste et le travail de scientifique. C'était l'un des intérêts du projet. Et du coup, ça crée des amitiés, ça crée des alliances. C'est toujours pareil, hein. On rebondit de projet en projet au gré des rencontres. Mais là, il y a une vraie synergie entre ok, j'ai besoin de mes images pour faire mon film et j'ai besoin des images pour faire ma science. Donc du coup, tout le monde est gagnant-gagnant, quoi. Pour Dans la forêt du cinéma, donc qui est ce long métrage documentaire, road movie, prologue, film dans le film, enfin une sorte d'ovni, hein, comme dit le producteur, qui doit m'amener à la fiction, le botaniste. En fait, je donne régulièrement des nouvelles sur ma page Facebook, parce que c'est un projet au long terme, et on a fait un crowdfunding. C'est pas un appel à contribution, parce que bien sûr que s'il y a plus de sous, on est toujours content, mais on a franchi l'objectif quand c'était atteint. Mais c'est quand même une page sur laquelle je donne plein de nouvelles, où je mets des photos et autres. Donc ceux qui sont intéressés par la progression de ce projet peuvent aller sur la page Kiss Kiss Bank Bank de crowdfunding, à la page Dans la forêt du cinéma, voilà. Ou sur ma page Facebook Luc Maresco, où je donne des nouvelles. Voilà. Bon, en fait, je viens à Lens-le-Saunier parce que c'est un festival qui est né il y a 4 ans, qui prend son essor, et c'est vrai qu'en tant que réalisateur, on aime bien. Moi, avant, j'allais pas au festival parce que je croyais que c'était un truc un peu à l'ancienne, connaissance du monde, et que en fait, je ferais ça quand je serai à la retraite. Et c'est Antoine de Maximi, qui est un copain, le gars de J'irai dormir chez vous, qui m'a dit mais Luc, non, il faut aller montrer tes films, tu verras. Si tes films sont bons, tu auras des prix, ça va t'amener d'autres projets, et donc
pour ton métier, c'est bien. Donc j'ai commencé à faire ça et c'est vrai que c'est devenu un vrai plaisir de mettre 3-4 festivals sur une année au programme parce que c'est une occasion de rencontrer d'autres réalisateurs, c'est une occasion de rencontrer le public, d'avoir des échanges riches sur qu'est-ce qu'ils pensent du film et ça nous aide pour faire les prochains. Donc c'est très riche pour ça. Donc c'est vraiment un beau moment de partage. Et puis aussi, c'est un bon moment pour découvrir les films des autres. Parce que moi, par exemple, je suis tout le temps quasiment sur le terrain ou en salle de montage. Je suis un peu monomaniaque. Donc quand je suis dans un film, je ferme un peu les écoutilles, tout le reste. Et donc venir 2, 3, 4 jours sur un festival, c'est une petite bulle qu'on s'offre. Et où là, en général, on se gave de films. Donc d'autres réalisateurs qui sont un peu dans le même métier. Et donc on copie pas, mais on s'inspire, on se nourrit, et voilà, donc c'est super important. Et là, c'est la première année que je viens à Lons-le-Saunier, parce que j'en entends parler depuis qu'il est né, et qu'il y a aussi ma curiosité qui revient au galop. Et je me dis, tiens, je vais voir Lons-le-Saunier, et Virgile et Marion qui m'avaient appelé pour les 700 requins, et voilà. Donc, comme il y avait les 700 requins et dans la forêt du cinéma, bah, c'était une très belle occasion de venir découvrir Lons-le-Saunier et de goûter au vin jaune que nous a promis Virgile.